Voilà. En direct de Saint-Aubin, inauguration de la statue de Sainte-Anne. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais besoin de toi, je t'appelle. Je pensais avoir poussé le bouton, mais non, dans le mauvais sens. Peut-être bon, là c'est mieux, peut-être, non. Peut-être que oui. Si ça marche pas, on va faire un cappella. Ça vous dit toujours? On est en direct. Direct sur internet. Bon. Tu sais si je m'éloigne? Non. Bon, bah, je vais parler comme ça, vous m'entendez bien? On va t'écouter. C'est bien la peine de mettre Merci une d'être venu sous ce beau soleil. On a eu de la chance d'en avoir un petit peu par rapport à un week-end un peu ensoleillé. Hier, on a eu près de 8 heures de pluie, quasiment. Ça explique un peu le désordre sur le temps. On n'est pas vraiment prêt, mais dans une heure, on sera impeccable. Et ça explique beaucoup de choses. Hier, on est resté sous la pluie au ralenti, bien sûr. Vous voyez, pour installer le campement et tout ça, c'était évident. Mais aujourd'hui, les dieux celtes, on va dire, sont de notre côté. Ils ont entendu nos prières. On s'est mis tous en même temps hier soir pour faire notre incantation. Ça a l'air de marcher, pourvu que ça tienne. Donc nous voilà pour la réunification. Aussi. Si seulement. Il n'y a pas de souci. Là. Si seulement. Pour pas encore la réunification, l'inauguration de la sculpture d'Anne de Bretagne par Marc Simon, qui va venir près de moi peut-être. Bah écoute, je parle tant que le drap est là. Quand on va enlever le drap, c'est toi qui vas parler, qui va expliquer. Bon. Qu'est-ce que je peux dire en résumé? Ici, donc, vous êtes sur un site historique, comme la plupart d'entre vous le savez déjà. On se trouve sur la ligne des troupes bretonnes et alliées, juste avant la bataille. Donc c'était le 28 juillet 1488, ici à midi, étaient alignés toutes les troupes bretonnes et alliées. On a commencé à mettre des menhirs là, qui symbolisent, qui matérialisent leur présence. Bien sûr, il y avait 11 500 hommes, donc ça allait jusqu'au bois de Zèle là-bas. Et carrément, de l'autre côté de la ferme de Moroval, vous imaginez 11 500 hommes. Les Yaouangs, pour ceux qui connaissent le plus grand fesnos de Bretagne, c'est 6 000 personnes. Là, c'est le double côté breton. Côté français, 15 000 hommes. Avec les vivandiers et tous les hommes qui suivent les troupes, on est à près de 30 000 hommes. 30 000 hommes, imaginez les plus grosses manifestations qu'on ait pu faire à Rennes, on n'a jamais atteint ça. Hein, les plus grandes manifestations, c'est 15 000, 20 000. Voilà, bon, ça vous donne une idée du nombre de gens qui se sont battus ici. Ça marque donc la fin de l'indépendance bretonne sur le plan militaire. Ensuite, il faudra attendre 44 ans, chiffre magique, 44 ans pour avoir une annexion définitive sur le sens diplomatique, avec une embrouille de François Ier. Mais bon, je ne suis pas là pour vous faire de l'histoire. Je reviens sur le pourquoi et le comment de ce site. En fait, on n'aurait jamais osé, sans doute, vous penser oser investir ce lieu si on n'avait pas eu une petite agression. Petite parce qu'on a gagné grosse si on avait perdu. D'un truc dont tout le monde entend nagère sur la partie nord-nord-est du champ de bataille. On va pas remuer les ordures, juste pour dire qu'on a gagné et que ça nous a donné envie de continuer, de poursuivre en acquérant ce terrain, en ayant un pied donc dans la propriété historique du lieu. Et il se trouve que à ma requête de l'époque, la mairie de Saint-Aubin-du-Cormier a accepté. C'est vrai qu'ici ce terrain était un peu bancal, je veux dire, parce qu'on était sur la propriété de Mézières-sur-Penon, sur la commune de Mézières-sur-Penon, et le terrain appartenait à Saint-Aubin. Ça remontait à Napoléon III. À l'époque, Mézières-sur-Penon devait de l'argent à Saint-Aubin-du-Cormier, et à l'époque, ils avaient fait un troc, ils avaient donné ce terrain. Comme quoi, l'histoire, comme par hasard, ce terrain-là a eu un destin particulier. Et ensuite, comme il était entre les deux communes, il n'a jamais été utilisé vraiment. Il y a eu ici sur la prairie basse, bon, il y a eu des remblais un petit peu. La prairie basse, au début, qui était très marécageuse, c'est pour ça qu'on a fait des remblais pour mettre des menhirs.
était cultivée, mais à l'ancienne, quoi, hein, c'était une petite prairie. Et autrement, là, c'était du bois et de la lande et des caves. Il y avait des caves, ce qu'on appelle des caves, c'est-à-dire des petites carrières à ciel ouvert qui, bon, bah, malheureusement, dans le temps, ont été remplies par des déchets, pas radioactifs, je vous rassure, mais bon, déchets verts, logiquement, mais il y a eu un peu de tout, c'était avant les déchetteries. Bon. On a donc un petit peu, là, sur la partie médiane, là. Par contre, tout en haut, là où on fait la fête, là, c'est d'origine. Le bois est d'origine, enfin là, toute la partie haute est d'origine, et vraiment la partie très basse où il y a un puits, c'est d'origine aussi. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, les 500 hectares, parce qu'on imagine mon champ de bétail à environ 500 hectares, les 500 hectares ils sont d'origine. Hein. On a légèrement changé la topographie ici en mettant un peu de remblai, mais c'est pour prendre de la hauteur, parce que il y a 500 ans on a perdu, là maintenant, voilà. Et nos amis français sont juste en face, vous voyez, dans le bleu blanc rouge là-bas. Eux, ils sont sur les lignes françaises. L'armée française a toujours construit une caserne là où elle a gagné une guerre coloniale. Une guerre coloniale. Voilà. Et nous, on est là. Donc, c'est une rencontre pacifique aujourd'hui, culturelle, artistique, musicale, historique avec les Gaulois cette année. L'an passé, c'était le 15e siècle. Et ce serait que la deuxième année où on se lance vraiment dans l'historique. On se dit que au tout début, on avait commencé avec l'artisanat, la musique également, bien sûr, il y aura toujours de la musique. Et puis on s'est dit que la vocation de ce lieu, c'était quand même de parler de l'histoire, pas forcément l'histoire médiévale, on va en parler bien sûr, mais toute l'histoire, depuis nos origines de l'histoire de l'humanité, puisque la Bretagne, forcément, ou l'Armorique, ou la péninsule armoricaine actuelle sur le plan géographique, a connu forcément toute l'évolution de l'humanité comme les autres points de la planète. Et on s'arrêtera quand même à 1532, parce qu'après, là, l'histoire nous échappe un petit peu, on est sous domination du pays voisin, là, vous savez. Donc on ne peut plus parler de notre histoire. Et on se fait juste se plaindre sans arrêt parce qu'on a pris les seuls flaques dans la figure pendant 500 ans. Et donc là, ça nous intéresse un peu moins. Mais tout ce qui est du néolithique jusqu'au 15e siècle, on va le faire. Donc 15e siècle l'an passé, Gaulois cette année. L'an prochain, on revient au médiéval, mais peut-être une autre époque, une autre saison. On pensait au XIIIe siècle, on verra. Et pourquoi ce serait en biennale le médiéval? C'est parce que sur Fougères, ils ont les Fougères, voilà, l'association des Fougères en deux mots, organise une biennale médiévale tous les 2 ans, forcément, à Fougères. Cette année, c'est dans la semaine prochaine, dans le château, près du château. Et donc, comme c'est les mêmes personnes, grosso modo, on ne peut pas aller les embêter. Donc on fait une époque qui n'a rien à voir. Donc tous les 2 ans médiéval et tous les années intercalaires, une autre époque. Voilà. Et donc cette année, c'est Yann Rosic qui n'est pas là, il n'est pas là, donc c'est Yann Rosic qui a invité ses amis gaulois. Et peut-être que les autres années, avec lui, on fera la période, ce serait très intéressant, la période d'arrivée des Bretons de l'île de Bretagne en Armorique, juste après la chute de l'Empire romain. Donc là, ce serait du celtique tardif. Et ça peut être très intéressant. Il y a des trucs là-dessus aussi. Et ensuite, ce qui serait intéressant à faire, c'est l'époque de Nominoé, bien sûr, 9e, 10e siècle, etc. Donc vous voyez, on a de nombreuses années éventuellement avec plein d'idées. Donc je reviens à la suite de Dame de Bretagne. Ici, donc, on est sur les lignes bretonnes et Ali, comme je vous ai expliqué au début. Et l'idéal, alors vous allez dire, on a copié sur la vallée des Saints. Non, on a eu l'idée avant, mais bon, eux n'ont pas copié sur nous parce qu'on ne l'avait pas encore fait. On a eu l'idée en 2003, on a acheté le terrain en 2003 pour ça, pour faire ça. Et là, on est en 2015. Pourquoi on a autant de retard sur la vallée des Saints? Et parler des Saints aujourd'hui, c'est politiquement correct. Parler de nos ducs, de nos rois, visiblement, ça l'est beaucoup moins. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, amusez-vous à visiter tous les musées de Bretagne. Il n'y en a pas un seul, je vous mets au défi d'en trouver un seul, qui parle de nos ducs et de nos rois. Il n'y en a aucun. En général, l'histoire de Bretagne, vue par les musées, sous obédience française, forcément, parce qu'ils doivent demander l'autorisation à Paris pour créer un musée, c'est comme ça, dès qu'il y a des subventions, Paris doit donner son accord. Et pour eux, l'histoire de la Bretagne commence avec le mariage d'Anne de Bretagne avec Charles VIII, avec Jeanne d'Exlon. Avant, on devait cultiver des scorpions dans un désert aride, les cultifs, alors que non, on a été la 4e puissance d'Europe. Et on a eu, je ne sais plus de mémoire, 54 ou 56 rois, ducs régnants, princes régnants.
quatrième puissance d'Europe, première flotte de commerce d'Europe à égalité avec l'Angleterre, si ça vous dit quelque chose. On était très riches, pacifiques, et on était un peuple qui ne demandait qu'à vivre tranquillement. Mais seulement on était tellement riches que la France et l'Angleterre nous convoitaient, etc. Juste pour repartir sur l'histoire, excusez-moi si je là-bas. Et donc Anne de Bretagne, pourquoi Anne de Bretagne? Alors on a ici Jacques de Compliquet avec qui on a fondé en 2014 le comité Anne de Bretagne. Figurez-vous qu'en 2014, c'était le 60e anniversaire de la mort de notre duchesse, dernière duchesse régnante de ce nom. Ensuite, le titre a été encore accordé, mais de la même façon, on était déjà dans l'élection. 50e anniversaire de sa mort, et il y a plein d'associations bretonnes qui se sont réunies, dont MAB, donc j'étais le président, Jacques de Compliquet ici présent, qui est représentatif d'Antibrel, qui est le de Bretagne. Et tous les deux, c'est Jacques le premier qui m'en a parlé. J'ai dit oui tout de suite, donc il faut faire quelque chose pour la duchesse Anne en 2014. Et on a été chercher sur internet. Les seuls trucs qui étaient prévus en 2014, c'était côté français, mais bien sûr la reine, et hors Bretagne. Il faisait une ou deux animations culturelles en Vallée de Loire, dans les châteaux de la Loire. Et nous, ça ne nous intéressait pas parce que c'est pas cet aspect-là de la duchesse d'Anne de Bretagne qui nous intéressait, bien sûr. Et on a réussi à fédérer une bonne trentaine d'assauts en moins d'un an, en 2013. Et on a fondé le comité Anne de Bretagne. Vous pouvez aller toujours sur le site et vous tapez comité Anne de Bretagne.org, il me semble. Et là, vous allez voir toutes les manifestations qu'on a réussi à mettre en place. Pas nous individuellement, mais on a coordonné au moins une centaine de manifestations autour d'Anne de Bretagne qui à elles toutes ont certainement amené un grand public et ont fédéré beaucoup de monde. Et là, on s'est rendu compte qu'il y a un engouement, un amour presque irrationnel pour la figure de la duchesse Anne. C'est vrai que c'est ici à Bâtel-Sapin, rue Cormier, elle avait que 11 ans. Elle avait 11 ans ici au moment de la défaite. Son père, le duc François II, est quasiment mort de chagrin l'année même, il me semble, un mois après. Et donc, elle a un destin tout à fait hors du commun. Vous imaginez, elle était orpheline à 12 ans, elle avait déjà perdu sa mère avant, orpheline à 12 ans. Il me semble que sa sœur est décédée aussi. Elle se retrouve toute seule à la tête du duché avec la France qui fait tout pour l'annexer, par la violence, par la force bien sûr. Et bon, je ne vais pas refaire son historique, mais elle a été reine de France 2 fois de suite en épousant Charles VIII d'abord et Louis XII qui s'est battu avec Jules de France. Contre les Français. C'est incroyable, c'est comme ça. Et elle a été 2 fois reine de France, c'est un destin hors du commun. C'est la seule femme dans l'histoire à avoir été 2 fois reine de France. C'est pas bien. Et donc, ici sur MAB, le projet par rapport à Anne de Bretagne, parce qu'il en fallait un, on est deux. Au mois de janvier 2014, on a fait une fête médiévale avec un repas médiéval et des gens de Fougères qui sont venus danser et nous initier à la danse médiévale. Et le second point d'Anne 2014, on a un peu débordé, je vais vous expliquer pourquoi, c'était la sculpture d'Anne de Bretagne. Et donc on a trouvé cette pierre qui avait une forme qui nous intéressait et surtout qui est en face de la sortie de la partie entrée. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va sortir ou rentrer, on va saluer Anne de Bretagne. Peut-être que des rois ou des princes moins forts ou moins charismatiques, on va dire, dans l'histoire de Bretagne, pouvaient être plus à l'écart. Pour nous, c'était évident que Anne de Bretagne méritait la place d'honneur face à notre passage. Donc, ce serait peut-être la sculpture, une des sculptures les plus vues. Donc, on a choisi cette sculpture-là. Et quand Marc a commencé à la travailler, galère, des failles dans la pierre, ça c'était pas prévu. Vous voyez le dragon qui est en haut là-bas, la sculpture qui est en haut. Bon, c'est des cadeaux, des carrières, des carrières du 35. Et forcément, c'est pas de la pierre parfaite, parfois il y a des failles, parfois pas. Et là, Marc, en commençant la sculpture, s'est rendu compte que le visage, la partie qui allait recevoir le visage, était plein de failles. Vous imaginez sculpter un nez, un œil, une oreille dans des failles, là, vous avez un paquet de matière, de granit qui tout le temps d'un seul coup de joint. Donc petit coup au moral, Marc, je crois, tu en parleras tout à l'heure peut-être, je te laisse parler de ça. Enfin bref, il va vous expliquer, il a réussi à récupérer le truc, ça a pris du temps.
Donc voilà pourquoi on est en 2015. On devait l'inaugurer en 2014, septembre 2014. Bon, on a pris un peu de retard. Et il fallait le faire dans une fête forcément pour que les gens soient là, pour qu'ils n'aient pas à venir deux fois. Donc voilà, donc j'ai tout dit. Bon, bah, autrement, après C'est notre le date qui m'aurait week-end, fait la fête quand même. Hein. vous connaissez le programme, donc animation gauloise, et puis ce soir il y a des concerts, et demain après-midi, on fait fin d'après-midi aussi. Voilà. Je vais laisser la parole à Marc. Quoi d'autre? Moi, j'ai dit. On aura un petit verre à la sortie d'Anne de Bretagne avec du vin Anne de Bretagne de chez nous, du 46. Voilà. Maya, viens ici. Je vais dire la même chose que lui, mais il l'a déjà fait. Donc j'avais plusieurs petites choses à dire. La version c'est Anne. La deuxième c'était un peu plus fun, plus fort. Là tout le monde m'entend. Donc je crois que c'est Einstein qui a dit qu'il n'était pas inutile de s'asseoir pour regarder passer les trains. Pas du tout. Et puis d'autres choses, il a dit que l'énergie est égale à la masse par le carré de la vitesse de la lumière. La lumière du poids de cette pierre, ça fait pas mal d'énergie. Il dit plusieurs choses bizarres, je ne peux pas en parler beaucoup, mais il a dit un truc qui m'a toujours épaté. Il m'a dit qu'un individu utilisait 10% de ses capacités cérébrales. Alors je vous laisse remarquer avec moi qu'une proposition comme celle-ci venant de la part de quelqu'un qui n'utilise que 10% de ses capacités cérébrales, c'est un petit peu discutable. Du coup j'ai le doute. Le doute, ça c'est là maintenant la version sérieuse. Le doute, donc cette structure, effectivement, c'était une longue histoire, 2 ans de travail, dessin, peinture, réflexion, beaucoup d'échanges, quelque chose de très très riche. Et au total, la pierre en elle-même, sur une année, elle est ici maintenant, et je la dédie à tous les Bretons. Parce que c'est votre image. C'est la mienne aussi. C'est à vous que je la donne. Je la donne aussi un tout petit peu avant vous à ma mère et à mon père. Ma mère, justement, qui m'a appris à me poser des questions sur l'utilité du doute. Et mon père qui m'a poussé à me rendre compte qu'il n'y avait que moi qui pouvais le faire. Les deux sont morts. Et ici, l'origine de mon engagement ici, de mon intérêt pour ce lieu, c'est, je le confesse, étant parisien de naissance et fier de l'être, plus lié à la filiation, l'ascendance et la descendance, et moi au milieu. Enfin, au milieu. De passage. Donc, pour l'anecdote, j'étais chez moi un jour et ma mère est arrivée sans cri et gare. Donc j'étais content de la voir, je suis allé la chercher et je lui ai dit, écoute maman, demain je vais voir une manif, enfin je vais manifester. Elle m'a dit, oh super, j'adore manifester, je viens avec toi. Elle a 70 ans et donc elle a défilé dans les rues de Saint-Aubin-du-Cormier contre le projet de site d'enfouissement des déchets. Et pour l'anecdote encore, le lendemain elle était en première page dans la presse. Ça fait un souvenir. Donc elle avait beaucoup apprécié Jean-Loup à la tête des troupes, drapé dans son étendard. Elle avait beaucoup aimé, je crois qu'elle serait très très heureuse de voir cette sculpture ici, parce qu'elle avait beaucoup aimé cet endroit. Je parlais tout à l'heure d'Einstein, il disait que c'est pas inutile de s'asseoir pour regarder passer les trains, mais on n'est pas obligé d'être assis. Comme quoi tout est relatif. Relatif comme cette sculpture. On a chacun une vision, je vous en ai donné la mienne, enfin une des, puisque j'en ai fait 20 ou 30 ou 40 représentations, et celle-ci c'est une des, dans laquelle j'espère que vous vous projetterez. Aujourd'hui elle est encore un tout petit peu, enfin pour le moment, à l'instant elle est encore un petit peu sous la forme d'un fantôme. Elle va accueillir son statut de statue assez rapidement, dès qu'on l'aura découverte. J'aurais bien aimé dire d'autres trucs intelligents, mais... Pour plus de sculpteurs,
mais à coup pas. On a perdu 8 heures hier à cause de la pluie. J'ai pas eu le temps de faire les paquets cadeaux, les colis, les parties, vous savez. Donc je vais être obligé de renvoyer ça par la poste. C'est dommage. Mais bon, certains d'entre vous, je vous reverrai physiquement. Mais voilà, débordé, complètement débordé à cause des 8 heures de pluie d'hier. Voilà, je suis désolé. Donc vous recevez ça par la poste ou directement physiquement si je vous rencontre. C'est bon. Donc je refais la version courte. Breton, en mer. L'intensité des applaudissements prouve que vous aimez, et vous avez raison parce qu'elle est formidable. Qu'elle soit ici sur le site de la bataille où elle avait 11 ans quand les troupes bretonnes ont perdu, c'est symboliquement très fort. Je pensais qu'au début, quand Jean-Loup m'a proposé cette pierre, effectivement elle était très belle, que la représentation serait tournée vers la plaine, vers les lignes ennemies. Et c'est Jean-Loup qui m'a dit non, je trouve que c'est plus intéressant qu'elle boude et qu'elle nous regarde de nous. De fait, par voie de conséquence, elle est à contre-jour, un petit peu dans l'ombre. Et c'est l'heure, systématiquement, à midi, elle est sombre. Et au fur et à mesure que l'après-midi s'avance, le soleil descend lentement, elle prend un autre visage, elle se révèle. On va boire un coup maintenant, non? Rise! 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 Job! On vient d'inaugurer Bon, je vous propose d'approcher. On a fait des tables de chantier.